Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Le service civique commence dès l'âge de 14 ans. C'est l'une des 10 lois adoptées en séance plénière à l'Assemblée nationale. Les députés se sont prononcés en faveur des textes comme la création du guichet unique pour les PME. Ces parlementaires se réjouissent de toutes ces réformes qui contribuent à renforcer le développement. Et pour des fêtes de fin d'année sécurisées, la police nationale renforce ses capacités de réaction. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remis aux policiers 184 engins roulants, une action du président de la République Alassane Ouattara. Le général Wagondo Diomandé exhorte ses forces de l'ordre à rester toujours mobilisées. Le ministère de la Construction met en place la plateforme collaborative de contrôle des constructions. 79 bâtiments menaçants identifiés par les services, ils doivent s'assurer de l'effectivité des évacuations. Une mission pas toujours comprise aussi bien des propriétaires d'immeubles que des habitants. Le dossier EcoPlus à suivre. Et puis ouverture du sommet États-Unis-Afrique à Washington. Le Premier ministre Patrick Ashi conduit une forte délégation à cette rencontre. Le président américain doit parler investissement, sécurité, santé ou encore changement climatique. Le sommet États-Unis-Afrique ouvert ce mardi à Washington, Joe Biden accueille les représentants d'une cinquantaine de pays africains, sauf la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan. Le Premier ministre Patrick Ashi conduit une forte délégation à cette rencontre. Le président américain doit parler investissement en sécurité, économie, santé ou encore changement climatique. Les États-Unis veulent réaffirmer leur intérêt pour le continent africain. Un forum des affaires aura lieu le jeudi 15 décembre à la Maison-Blanche. Et sur place ici, les questions de la promotion des produits locaux. Carrefour du terroir est lancé depuis ce lundi. Place Sorbonne au plateau, c'est la grande foire pour la promotion et la valorisation de l'agrotransformation, un cadre d'échange pour des opportunités d'affaires. Sephora Zegui. Bananes, plantains, aubergines, piments, noix de palmiste et bien d'autres produits agricoles mis en avant à cette 3e édition de la foire commerciale baptisée au Carrefour du terroir. Une plateforme pour valoriser les produits made in Côte d'Ivoire. Enoch visite pour la seconde fois cette foire. Il est admiratif de la qualité des produits locaux. Problème, les coûts des denrées le repoussent. J'étais venu sur le stand de riz, on m'a dit le riz à 750. Or je sais qu'actuellement le riz local est à 500. Si consommer local coûte un peu cher, c'est en grande partie à cause des conditions rudimentaires dans lesquelles travaillent les acteurs, selon Sandou Bamba, le président de la Chambre nationale d'agriculture. Quand vous voyez un peu la pénibilité du travail de ces braves femmes qui sont dans les milieux les plus reculés, la rudesse du travail, le transport pour venir jusqu'au marché, c'est autant de facteurs qu'il faut donc imputer sur le coût final. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent 70% de la main-d'œuvre agricole selon un rapport de la FAO. Et Nasseneba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, rêve grand pour ces femmes du monde agricole. Je voudrais saluer l'initiative de la foire. C'est un excellent cadre et un bel exemple de valorisation du savoir-faire et du savoir-être de nos braves femmes. Mon souhait le plus ardent est de voir naître des championnes au plan national de l'agrotransformation, comme au Nigeria. Avec le ministre d'État, il n'y a pas de doute. Restons mobilisés et faisons le plaidoyer pour que les femmes puissent être parmi ces champions nationaux. Malgré les difficultés financières et logistiques que rencontrent les acteurs sur le terrain, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, garde espoir. Nous sommes confiants dans l'avenir. Et nous sommes persuadés que nous y parviendrons avec le concours de tous et une coordination toujours aussi efficace des actions gouvernementales, couplée d'une synergie des actions menées par les acteurs que vous êtes. La 3e édition de la foire commerciale au Carrefour du terroir se tient jusqu'au 17 décembre à la place de la Sorbonne au plateau avec plus de 170 exposants. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est réuni ce mardi. Il a adopté en séance plénière à son siège un projet d'avis. Il porte sur la jeunesse et la drogue. Des détails avec Abdoulaye Koné.
sous réserve des amendements à y insérer l'avis sur l'usage des stupéfiants par les adolescents, a été adopté mardi à l'unanimité des membres du CESEC, suite à une autosaisine. Il s'impose donc comme un défi social à l'humanité. Il concerne l'avenir de la jeunesse, certitude d'aujourd'hui et surtout l'espoir de demain. Le texte avait été soumis aux membres de l'institution par la Commission des affaires sociales et culturelles, une commission présidée par Mme Colette Cacoutier. Le document prévoit également des recommandations à soumettre au président de la République. Mesdames et messieurs les conseillers, vous avez durant plusieurs jours pris connaissance des projets de rapport et d'avis, objet de notre séance plénière d'aujourd'hui, qui est destinée à traiter ces thèmes dont l'actualité et l'acuité ne souffrent d'aucune contestation. La méthode du consensus étant de rigueur, un cahier des amendements vous a été tenu en vue de recueillir vos différentes observations et remarques. Au sein de vos commissions respectives, vous avez organisé et mené le débat. Les amendements, fruits de vos réflexions, ont été transmis à l'administration. La prochaine plénière du CESEC se tiendra dans une semaine. Incivisme et qualité de vie, c'est le thème qui fera l'objet de réflexion. Et dans la même commune de Plateau, allons cette fois à l'Assemblée nationale. Les députés étaient réunis hier lundi en séance plénière pour délibérer sur 10 projets de loi, au nombre desquels le projet de loi relatif à la lutte contre la cybercriminalité, les majeurs protégés et la création du guichet unique pour le développement des PME. On le voit avec Moussa Konaté, tous ces textes ont été adoptés. L'âge de participation au service civique en Côte d'Ivoire passe de 18 ans à 14 ans. Aussi, le service civique est ouvert aux non-nationaux. Le projet de loi de modification de la loi instituant le service civique vient d'être adopté par les députés en plénière. On a supprimé l'âge plafond qui était de 35 ans et maintenant c'est ouvert aux individus de plus de 35 ans. Et donc ça permettra surtout au niveau du bénévolat d'engager un certain nombre de personnes et même des non-ivoiriens qui pourront donc participer au service civique. Au total, 10 textes de loi soumis à examen à cette plénière, présidée par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. Les députés ont donné leur accord pour l'ensemble de ces textes, au nombre desquels projet de loi relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage, projet de loi relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation, projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. Les députés ont aussi adopté le projet de loi relatif aux majeurs protégés par la loi, qui crée les conditions de protection des majeurs en situation d'incapacité et d'invalidité, et le projet de loi sur la cybercriminalité. Le texte vient durcir les peines d'infraction sur Internet. Le texte va réduire considérablement les crimes en matière d'Internet, d'information, de cyber et autres. Le président de la République a été bien inspiré en légiférant sur ce domaine-là pour que effectivement les majeurs qui sont incapables soient protégés. La plénière a aussi adopté le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du guichet unique pour le développement des PME et le projet de loi portant dissolution du FODI, Fonds de développement des infrastructures industrielles, qui fera place à une nouvelle structure de gestion des infrastructures dans le secteur industriel. On retrouve Kader Sogodougou Yamoussoukro au niveau de la Chambre haute. Les sénateurs étaient aussi en séance de travail. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État était porteur de 3 projets de loi. Moussa Sanogo a présenté le code des douanes, les taxes sur certains matériaux de construction, exonération sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Les sénateurs en commission ont donné leur quitus. Le programme présidentiel prévoit sur la période 2021-2025 la réalisation de 150 000 logements sociaux et économiques. Le montant chiffré est de 1 700 milliards de francs CFA pour la mobilisation des ressources, la parafiscalité comme une des solutions. Un projet de loi instituant des taxes parafiscales sur certains matériaux de construction, à savoir le ciment, le fer à béton et le marbre, est présenté par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, qui est porteur de 2 autres projets de loi devant la Commission des affaires économiques et financières. C'est d'abord un acte de solidarité, voir comment est-ce qu'on peut amener les plus nantis à aider les plus défavorisés à accéder à la propriété immobilière, mais
La crainte que les uns et les autres peuvent avoir, c'est concernant les répercussions sur les prix, cette évolution haussière de certains taux d'imposition ou de ces taxes parafiscales. À la vérité, compte tenu du fait que le marché sera suffisamment abondé, compte tenu du fait qu'on aura suffisamment d'offres en matière immobilière, ça va naturellement jouer sur le prix du logement qui va se réduire à la baisse. Des taxes parafiscales pour garantir l'accès aux moins nantis à des logements. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagno-Koné, se veut très clair. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est plus de construction accompagnée par des ressources publiques. Parce qu'il faut permettre à toute la population ivoirienne, y compris celle qui aujourd'hui est dans les bidonvilles, de pouvoir accéder à un logement décent. Mais pouvoir accéder à un logement décent, ça veut dire qu'il faut pouvoir demain avoir des logements avec des loyers de 20 000 francs, de 25 000 francs, de 15 000 francs. C'est cela qui va permettre à quelqu'un qui aujourd'hui est dans un quartier précaire de le quitter pour aller dans ce logement décent. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a également présenté les projets de loi portant code des douanes qui consacrent l'équilibre entre les impératifs de facilitation des échanges et les exigences de contrôle. Une grande première après 50 années d'activité. Il y a également le projet de loi portant exonération du droit sur les importations de blé pour lutter contre la vie chère. Tous ces projets ont été votés à l'unanimité. Et là-bas, au Sénat, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a présenté devant la Commission des affaires économiques et financières le projet de loi de règlement pour l'année 2021. La vie de la nation aura coûté plus de 9 525 milliards de francs CFA. Les sénateurs ont donné leur accord pour la clôture de l'année budgétaire 2021. Ils ont également validé la modification budgétaire intervenue au cours de cette année 2022. Pour la sécurisation des fêtes de fin d'année, le matériel de la police nationale se renforce. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité vient de remettre 184 engins roulants. C'est une action du président de la République, Alassane Ouattara, selon le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, qui vise à renforcer la capacité de réaction des policiers. Walter Amadou Ouattara. 68 véhicules, dont 2 ambulances et 116 motos, c'est l'ensemble des engins roulants remis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au directeur général de la police nationale. L'administrateur de police, Youssouf Kouyaté, s'engage à faire bon usage des équipements reçus. Je voudrais vous réitérer notre engagement, notre loyauté et notre volonté sans faille de vous accompagner dans l'accomplissement des missions nobles que vous a confiées son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sécuriser les personnes, protéger leurs biens reste le plus beau métier qui puisse exister. Faut-il le rappeler, du 1er janvier 2022 à ce jour, c'est au total 231 véhicules et 198 motos qui ont été mis à la disposition de la police nationale. C'est une action du président de la République, Alassane Ouattara, selon le ministre Vagondo Diomandé. Un don qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale pour les différentes actions de sécurisation en cette fin d'année. C'est la poursuite des efforts continus de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Les résultats aujourd'hui s'observent à travers le taux de fréquentation de la Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques, les prestataires étrangers qui veulent venir s'installer et investir en Côte d'Ivoire, c'est le fruit du travail abattu par l'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais singulièrement par la police nationale. Bravo à vous. Cette remise d'engins précède une autre annoncée pour les tout prochains jours.
Et ces derniers mois, le service de la brigade d'investigation et du contrôle urbain a enregistré 5 effondrements d'immeubles. Vous vous souvenez certainement du cas de la 9e tranche à Cocody qui s'est produit dans un bâtiment déjà habité. Ce seul accident a causé 19 victimes, dont 6 décès. Et pour éviter ce type de drame, le ministère de la Construction a mis en place la plateforme collaborative de contrôle des constructions. Avec la brigade de lutte, elles ont identifié 19 bâtiments menaçants. Leur mission, s'assurer de l'effectivité des évacuations. Une mission pas toujours comprise aussi bien des propriétaires d'immeubles que des habitants. Au cœur de la traque des immeubles menaçants, l'écho plus de ce soir avec Jean-Luc Bambo. Cocody à Toban. Cet immeuble a 30 ans, mais il présente à divers endroits de grossières malfaçons de construction et des fissures dans les murs. Il a été placé sur la liste des bâtiments à démolir. Ceci après plusieurs missions d'observation de la brigade d'investigation et de contrôle urbain, aussi bien sur le bâtiment que dans le voisinage. Le risque pour ce bâtiment, d'abord, c'est que le bâtiment peut s'effondrer. Et le bâtiment qui est juste à côté, l'immeuble qui est juste à côté, peut s'effondrer et donc créer des problèmes au voisinage. Il a été informé de ce que son bâtiment présentait donc un risque d'effondrement et qu'il fallait évacuer. Mais son propriétaire ne l'entend pas de cette oreille. Il s'oppose fermement à la destruction de son bien, argument à l'appui. La visite se terminera en queue de poisson sur un dialogue de sourds, comme bien souvent. Mais il en faut bien plus pour décourager les agents de la plateforme, outil de lutte contre les effondrements récurrents d'immeubles et autres constructions hors normes en Côte d'Ivoire. Mise en place en août dernier, la plateforme collaborative a identifié 79 bâtiments menaçant ruine à démolir, comme celui-ci à Angredjomi, un sous-quartier de Cocody. C'est un immeuble qui a été construit également sans permis de construire et la structure du bâtiment même pose problème. Construit au bord d'un ravin, cet immeuble comporte 5 niveaux dont 2 sous-sols. Le propriétaire a reçu plusieurs injonctions de produire un document de stabilité sans succès. En l'absence de réponse, le ministère de la Construction a décidé de passer à l'action ce jour, la démolition. Accompagné d'un détachement de la police, mais également d'un auxiliaire de justice. On donne des mises en demeure et c'est après l'exécution de ces mises en demeure, on assiste à la démolition des maisons ou bien des immeubles qui ont été ciblés. Malgré les nombreux avertissements, le bâtiment était encore occupé par de nombreux locataires. Je suis venu donner ma caution 5 jours. Ils ont pris ma caution. Je suis venu. Ils m'ont donné la clé. En même temps que j'arrive net, on nous fait sortir. Ils n'ont qu'à me donner ma caution pour que je puisse partir prendre une autre maison. Ils m'ont rien dit. Je ne sais pas lire aussi pour dire que je vais lire ce qu'ils ont mis là. Pourtant, selon le code de la construction, les locaux qui ont reçu une notification d'évacuation ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition d'autrui. Par ailleurs, le propriétaire du dit immeuble est tenu de verser aux occupants une indemnité représentant leurs frais de relogement. En clair, leur caution. Il sait que je vais partir, mais pour le moment, il ne sait pas où partir d'abord parce que j'ai parlé de la caution. Il a ma caution. Pas moi seulement, mais c'est qu'il y a chacun gère ses problèmes. Moi, il a ma caution. 220 000. Les mairies à qui la loi incombe la mission de faire évacuer les immeubles menaçant ruine ou insalubres sont confrontées à cet obstacle qui paraît insurmontable. Rares sont les communes qui arrivent à le faire. Résultat, 11 immeubles se sont effondrés en 2020, 2 en 2021 et 3 en 2022. C'est pourquoi le ministère de la Construction a décidé de prendre lui-même le taureau par les cornes pour mettre fin à cette spirale de drame dans l'immobilier. C'est d'appeler nos populations que l'action que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme mène, c'est pour leur sécurité, c'est pour leur vie. Ce n'est pas aller contre les intérêts. Pendant que les derniers habitants vident leurs affaires, les bulldozers commencent à faire vrombir leurs moteurs, prêts à passer à l'action. C'est à ce moment qu'apparaît cette jeune femme qui se présente comme un proche du propriétaire. Au moins, on demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent qu'on n'a pas pris l'expertise. On dit si on a pris l'expertise, on veut leur expliquer. Ils ne veulent pas nous écouter. Rejointe un peu plus tard par une autre
décidé à donner la version du propriétaire. C'est vrai que les courriers sont venus, mais on a pris des experts qui sont actuellement en train de travailler. Ils n'ont pas encore donné leurs résultats, mais ce matin même, ils devaient venir. 6 mois que la procédure d'évacuation a été lancée dans cet immeuble. C'est seulement le jour de la démolition que l'équipe de Ngolo Yao apprend que ce propriétaire s'est attaché les services d'un bureau de contrôle. Une fuite en avant, selon la plateforme qui accepte malgré tout d'offrir un sursis d'1 semaine. Le propriétaire vient de nous donner l'information qu'il a signé un contrat avec le cabinet SGS pour faire l'étude de stabilité et de solidité du bâtiment. Le bâtiment échappe in extremis à la démolition. Mais pour combien de temps? Il faudra surtout que les résultats du cabinet de contrôle, sollicités dans les derniers instants, produisent un rapport qui donne tort à la plateforme et à la brigade d'investigation, pour qui cet immeuble représente un réel danger pour ses occupants. Et Jean-Luc Gbangbo nous emmenait au cœur de la traque des immeubles menaçants en ruine dans l'Éco Plus de ce soir. Et les réformes se poursuivent au ministère de la Construction. Un projet est mis en route pour repenser les quartiers précaires. L'idée est d'avoir un cadre urbain d'ensemble mieux structuré et plus agréable. Cette rénovation va coûter 32 milliards de francs CFA. Lancine Bakayoko. Yo Pougon Jesco, à Bobo PK18, commencé campement à Kromian-Bla, Divo 1 et 2. Atekoubé Santé sont les principaux quartiers précaires du district d'Abidjan qui vont être restructurés. La rénovation de ces quartiers spontanés vise à construire un habitat plus moderne et en cohérence avec l'évolution du temps et des exigences d'urbanisme. Concernant les quartiers précaires, un projet pilote d'un coût de 32 milliards ont été acquis pour leur restructuration, c'est-à-dire mettre à niveau les réseaux d'assainissement et la création d'équipements publics, marchés, écoles, centres de santé, etc. Ces mesures pourtant judicieuses sont parfois mal perçues par les populations touchées. Dans sa volonté d'anticipation, le gouvernement parcourt l'ensemble du territoire national pour non seulement réaffirmer le rôle des acteurs locaux et leurs responsabilités dans la planification urbaine, la gestion du domaine foncier urbain et la construction d'un cadre de vie sain, mais aussi échanger sur les problématiques liées au développement urbain au niveau local. Notre objectif est de mieux réguler les problématiques liées à l'urbanisation galopante de nos villes et de créer pour l'ensemble de nos populations un cadre de vie plus agréable, plus sécurisé et donner l'accès à tous et à un logement décent. Avec un objectif de 60 000 logements destinés aux ménages à faible revenu, le gouvernement a porté à 150 000 logements le nombre d'unités sur la période 2021-2025. Mais aujourd'hui, quelques 22 000 unités ont été réalisées. Autre chose dans l'actualité, l'Université africaine du tourisme est une tribune d'échange et de formation. Elle vise à outiller davantage les professionnels du secteur. Il s'agit notamment de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des managers et le personnel. Cette année, ce forum est à sa 2e édition. Il fait un clin d'œil à la Coupe d'Afrique des Nations en 2024 en Côte d'Ivoire. On en parle avec Serge Coléa. La CAN 2023, une opportunité pour l'industrie touristique ivoirienne. C'est la thématique au centre de cette 2e session de l'Université africaine du tourisme. Les professionnels du secteur s'imprègnent des opportunités et des stratégies pour dynamiser l'industrie touristique à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations, événement africain de portée internationale. Le ministre a annoncé la création de l'Académie africaine du tourisme et donc il a acté le fait que notre institut soit membre de cette académie qui va donc être le démembrement du ministre au sein de cette organisation. Le ministre Siandou Fofana, en sa qualité de recteur honoraire de la première université africaine du tourisme, a souligné l'intérêt de la CAN pour son ministère. Cette Coupe d'Afrique des Nations sera une tribune de choix pour vendre le projet Sublime Côte d'Ivoire. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts avec le président Ouattara pour que nous ayons une bonne CAN. Mais une bonne CAN, c'est une bonne équipe, c'est vrai, mais derrière, il faut que l'événement soit créé pour que nous donnons le positionnement au pays avec le rayonnement qu'il faut. L'Université africaine du tourisme est à sa 2e édition. Les 11 impétrants formés dans le domaine du tourisme pendant 4 jours ont reçu leur diplôme. Dans l'actualité politique, le siège du RHDP est en rénovation. Le secrétaire exécutif était sur le chantier. Cissé Bakongo veut voir comment évoluent les travaux.
Dans quelques semaines, le siège du RHDP à la rue Le Pic aura un nouveau visage. Des travaux de rénovation du siège ont débuté depuis quelques mois. Le secrétaire exécutif du parti, Cissé Bakongo, a visité le chantier. Nous sommes sur les travaux de finition. Voilà qu'ils viennent voir, se rendre compte de ce qui est fait. Au-delà de tout ce qui est dit, je suis satisfait en ce qui me concerne de l'état d'avancement des travaux. Grand maximum, dans 10 jours, nous aurons terminé complètement. Commentant la récente actualité politique, le secrétaire exécutif du RHDP a tenu à faire des mises au point suite aux déclarations du président du PPACI, Laurent Gbagbo, au cours de sa visite dans la région de Lamé. Nous ne sommes pas là à la tête de l'État pour faire peur à qui que ce soit. Nous sommes là pour travailler pour les Ivoiriens et les Ivoiriens, améliorer leurs conditions de vie et de travail. Si nous étions là pour l'effrayer, c'est certainement pas maintenant qu'il serait arrivé. Nous sommes tous des frères et des sœurs. La politique, ce n'est pas la guerre, et donc il n'y a pas lieu de s'effrayer. Désormais, le siège du RHDP disposera de nouvelles salles, en plus des salles rénovées, d'un dispensaire et bien d'autres commodités modernes. Cissé Bakongo a salué le président du directoire, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Les actions de paix et de cohésion sociale se renforcent dans le pays. Les leaders des partis politiques RHDP, PDCI, RDA et PPACI de Bokanda se sont réunis. Ces cadres se sont engagés à taire les différends et vivre la fraternité. Ils se sont mis d'accord sur des priorités communes comme le développement. Khalid Diomande, Godfrey Kambawa. À travers ce moment de communion, les cadres du RHDP, du PDCI RDA et du PPACI de Bokanda s'engagent résolument à cultiver la paix. Un engagement qui sonne ici à Kofi Konankro dans la région de Nzi comme un signal fort pour le renforcement de la cohésion sociale et par-delà augure de belles perspectives. Tout le monde est content. Vous voyez, même la jeunesse est venue dire devant tout le monde ici que vraiment voilà ce qu'elle attendait. Il faut qu'on fasse la paix. Et rien que la paix. Lorsque on vient sceller un tel pacte, je pense que c'est pour le développement de nos cités. Donc franchement, c'est pour nous un bénéfice. Les leaders des différentes obédiences politiques se félicitent pour ce pas franchi. Une parfaite illustration de maturité politique cruciale pour le développement de leur région. Je suis heureuse aujourd'hui parce qu'il faut montrer que nous avons de la maturité. C'est vrai, la politique fait partie de notre choix, mais nous avons notre éducation. Et il ne faut pas confondre les choses. Et donc, c'est avec bonheur que nous sommes là aujourd'hui pour que Bokanda retrouve la paix et le développement. Je suis heureux, je suis fier de savoir que mes frères savent faire la part des choses entre la politique et la fraternité. Seul dans l'unité, on peut être efficace, on peut avoir la force, on peut construire. Si nous mettons ensemble toutes ces forces disparates que nous utilisons pour nous combattre, rien qu'au nom de la politique, on n'est pas efficace. Mais si nous mettons ces forces-là en commun, on peut se rendre utile à Bokanda, à nos parents. Ce rendez-vous de la paix a été ponctué par la visite du mythique orchestre Teki Jazz de Kofi Konankro. Un orchestre vieux des années 60. On parle aussi de cohésion sociale dans le Ouorodougou. À Kamalo, dans le département de Séguéla, les conflits agriculteurs et éleveurs sont récurrents. Saisi, le médiateur délégué a initié nos rencontres. Une séance de sensibilisation qui a réuni les différentes parties pour trouver des solutions. Sephora Zegui. Fini les querelles. Après des mois de tension dues à des destructions de cultures par des troupeaux de bœufs, les agriculteurs et éleveurs de la sous-préfecture de Kamalo, dans le département de Séguéla, décident de se tendre la main. Réunis à l'initiative de Soro Dosiele, médiateur délégué de la République dans les régions du Ouorodougou et du Béré, ils prennent l'engagement de prôner la paix. Par la voix de leur porte-parole, les éleveurs ont tenu à présenter leurs excuses suite aux dommages causés aux agriculteurs. Et les parents ont accepté le pardon des peuls et du commandant ajouté au médiateur pour pouvoir mieux vivre avec les éleveurs. Les tensions se sont suffisamment apaisées. Nous allons par la suite faire des sessions de formation pour que cette cohésion tant souhaitée puisse être toujours de mise.
Pour sa part, le médiateur Soro Dosiele se félicite de la qualité des échanges entre les différentes parties. Il entend consolider les acquis de ces assises afin de mettre un terme au conflit éleveurs-agriculteurs. Les débats ont été très francs, très sincères, très directs. Ils ont fait leurs propositions. Nous allons retourner et mettre ça sur un document. Nous allons nous retrouver ici à Kamalo pour valider l'ensemble de ces propositions pour que les agriculteurs et les éleveurs, chacun puisse faire son activité dans la tranquillité et la cohésion sociale. Pour mieux encadrer leurs relations, les deux parties s'accordent sur un protocole de bonne cohabitation. Les points principaux de cet accord sont entre autres la réactivation des comités d'éveil, la surveillance du bétail par des bouviers âgés d'au moins 18 ans et l'interdiction de faire paître les bœufs de 19h à 6h du matin. En religion, la communauté paroissiale de Saint-Joseph d'Atekoubé était en fête. L'un de ses fils, Herman Angora, a célébré sa première messe. Il a été ordonné en juillet 2022 par le cardinal Couto, archevêque d'Abidjan, Grace Kando. Des vêtements liturgiques roses pour célébrer le dimanche de la joie, en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, on tendait 4 semaines de piété pour préparer Noël. La paroisse Saint-Joseph artisan d'Atekoubé met ce moment à profit pour célébrer la première messe de l'un de ses fils, le père Herman Ludovic Arnaud Angora, ordonné le 9 juillet 2022 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan. Au cours de cette célébration, Monseigneur Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, a exhorté le nouveau ministre du Christ à prendre à bras le corps son sacerdoce et à être un prêtre à l'image du Christ. Au nombre des invités et fidèles, le ministre des Sports, par ailleurs député maire de la commune d'Atekoubé, Paulin Claude Danhaut, prend l'engagement de soutenir le nouveau prêtre dans sa mission en vue d'un sacerdoce fructueux. Rappel, le père Ludovic Arnaud Angora a été affecté à la paroisse Sainte-Trinité d'Akwedo Atié dans la commune de Cocody, où il exerce en tant que vicaire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que les bêtes, même les plus petites, ne se trompent jamais de troupeau. Dieu le voulant, on se retrouve demain.